C'est parti pour la deuxième présentation. Du coup, je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Rivalan, je suis doctorant en deuxième année au laboratoire BMPI, mais aussi en co-tutelle avec l'Allemagne, donc à l'université de Hanovre. Donc Hanovre, c'est pas la ville la plus connue d'Allemagne, c'est pas la plus belle en plus parce qu'il pleut tout le temps. Elle est au nord de l'Allemagne, et du coup là-bas, c'est là où je travaille beaucoup sur les matériaux, et ici un peu plus sur la culture cellulaire qu'on va y faire. Et mon sujet, c'est de recréer un morceau d'os, tendon, muscle bio-artificiel. Et du coup, je vais vous parler sur tout ça principalement parce que si on va parler de la sorte, je vais parler des choses que je connais un petit peu. C'est peut-être mieux. Ok, alors, on va parler, comme je vous ai dit, de tendons. On va commencer par une question simple. Qu'est-ce qu'un tendon? Et encore plus simple, où est-ce qu'on en a? Alors là, c'est à vous de participer. Collagène. Pardon? Collagène. Ouais, moi je voudrais plus des localisations là en premier lieu. Entre l'os et le muscle. C'est entre le muscle. entre deux liens entre les os. Ouais, dans les articulations, ça vous va? Ouais. Ok, et du coup la question c'est, ouais, on en a du coup un peu dans tout ce qui est dans les articulations, ouais, en gros c'est ça. Et du coup la question qui arrive c'est quoi la différence avec un ligament par exemple? Le ligament, c'est entre deux os. Exact. Ah, il y a des gens, ils m'ont écouté, c'est bien. Du coup, c'est exact, c'est-à-dire qu'un ligament, ça fait le lien entre un os et un autre os. Donc, un exemple bien connu, c'est le ligament croisé. Voilà. Donc, qui fait le lien entre le fémur et le tibia. Et le tendon, ça fait le lien entre un os et un muscle. Et un tendon qui est conduit, c'est le tendon d'Achille. Alors Achille n'est pas à présent avec nous, mais du coup le tendon lui va plus permettre le mouvement, donc c'est-à-dire que si votre tendon il est cassé, ça bouge beaucoup moins bien. Hein. Donc c'est quand même plutôt pratique au quotidien un tendon, donc je vous conseille d'en avoir. Et le problème avec le ligament et le tendon, souvent on entend parler parce qu'ils ont tendance à casser, exactement. Et quand ça casse, ça fait ça fait très mal. Et le problème aussi, si en plus vous êtes un grand sportif, vous avez une carrière dans le sport, le problème c'est que ça guérit très mal. Ça guérit vraiment très mal, du coup si vous cassez votre ligament croisé ou votre tendon, souvent votre carrière est fait comme ça. Voilà, c'est vraiment les personnes qui sont en train de pleurer, parfait, très bien. Du coup, problème du tendon, c'est que celui-ci, il se casse assez facilement. En fait, en gros, il est très peu vascularisé, ce qui fait que il reçoit beaucoup moins de nutriments et ce genre de choses pour se réparer. Et il casse, c'est ce qui fait qu'il casse. Et quand on veut le réparer, souvent on fait une sorte de couture. Et sauf que le problème, c'est que puisqu'il se régénère très mal, il se refusionne aussi très mal. Donc, ce qui fait que il va avoir de grandes chances de recasser. C'est pour ça que quand vous êtes pété le ligament croisé, il y a de grands risques que ça recommence. Donc, c'est pour ça votre carrière, voilà, ok. Et du coup, c'est pour ça on va pas juste créer un tendon neuf, parce que même s'il est neuf, le tendon, et qu'on veut le souder avec un autre tendon, ils vont pas se souder entre eux, ça va recasser, et du coup, c'est pas ouf comme solution. Donc, il faut qu'on voie plus large, on va aller voir les voisins. Et les voisins du tendon, eux, donc l'os et le muscle, eux, ils fusionnent beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on en a parlé des substituts osseux. On peut mettre un morceau d'os avec un autre morceau d'os, au bout d'un moment il fusionne et on n'a pas besoin de votre jambe, elle se casse pas une fois par semaine, une fois que vous l'êtes cassé une fois au ski quoi. Pareil du côté du muscle, et du coup l'idée de ma thèse c'est de fabriquer un tendon avec d'un côté un peu de muscle et de l'autre côté un peu d'os, comme ça on va pouvoir le greffer à l'os et au muscle du patient et avoir à nouveau un tendon bien tendu. Voilà, donc ça c'est le concept de la thèse. Maintenant il faut le réaliser. Parce que les concepts c'est bien. Et du coup le concept, comment on va le faire? On va utiliser une stratégie qui s'appelle l'ingénierie tissulaire. Donc c'est un peu le triforce de la science en termes de biologie. C'est-à-dire qu'on va avoir la force des cellules. Donc on va utiliser différentes... alors les cellules de manière large, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des cellules souches, on peut utiliser des cellules qui sont déjà différenciées, on peut utiliser des IPS, on peut utiliser des cellules primaires par exemple, on a les hasards. Mais c'est pas mon cas, on y reviendra plus tard. L'autre point de la Triforce, ça va être le matériau, c'est-à-dire où est-ce qu'on va poser nos cellules. Donc on a parlé, Karim avait parlé du cœur qui est décellularisé par exemple, donc ce cœur un peu fantôme où on peut réinjecter des cellules dedans, c'est un exemple de matériau. Voilà. Moi ça sera encore autre chose, mais on verra ça après. Et enfin, dans le dernier point de la Triforce, on peut rajouter des stimulations en fait, pour
on va dire, aider les cellules à devenir ce qu'elles sont censées devenir. Donc on peut faire ça avec de l'alimentation, des stimulations du type on leur fait faire des squats pour les muscler un peu, ou leur donner des charges électriques histoire de les muscler un peu comme avec les ceintures là, aux abdos. J'ai pas ça, je précise. Mais si vous voulez parler encore plus d'ingénierie tissulaire, ou en tout cas un peu plus son histoire dans l'ingénierie tissulaire, ça tombe bien parce que demain, il y a quelque chose là-dessus. Alors c'est pas moi qui présente, hein, je précise, je fais pas mon autopromotion, mais c'est mon tuteur. Du coup, voilà, c'est quand même intéressant que vous y alliez. Donc ça va être très intéressant, donc pour ça, si vous avez aimé cette soirée, bah, sachez qu'il y en a une deuxième demain qui est très cool aussi. Et il y en a même encore le mercredi, c'est incroyable, c'est plein de choses, c'est incroyable. Donc voilà. On va parler d'abord des cellules. Alors les cellules souches, alors, Karim l'a dit un peu, on va voir si vous avez suivi. Où est-ce qu'on en trouve? Ouais, dans le cerveau, ouais. Dans la moitié filière, ouais. Dans la partie basale du muscle. Partie basale du muscle, ouais. Bon, on va dire partout. Voilà. Bon, on peut en trouver quasiment partout, dans le sens où notre corps il se régénère plus ou moins vite, et du coup, les cellules souches, il y en a partout, mais pas forcément dans des quantités folles partout. C'est-à-dire que bah, y a des endroits où vous en trouverez plus que d'autres. Donc voilà. Donc, on en trouve dans le cerveau, mais pas des masses non plus. Et du coup, par rapport à ces cellules souches, donc là c'est vraiment pour la base, hein, c'est-à-dire c'est quoi une cellule souche? C'est une cellule qui a la capacité d'évoluer en quelque chose qu'elle n'est pas encore. Donc par exemple, une cellule souche, ça peut devenir plus tard une cellule qui va être utile pour le muscle, comme ça peut être une cellule qui va être utile pour l'os ou le tendon, au hasard. Hein, voilà. Et du coup, c'est un peu comme un Pokémon, hein, pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo comme moi. C'est un peu comme un Pokémon, vous avez ici Evoli. Evoli peut évoluer en différentes choses, en fonction, par exemple, de comment on l'entraîne. S'il monte des niveaux, il peut devenir un Mentali. Si on lui donne un certain type de nourriture, donc par exemple ici une pierre eau, il peut devenir un Aquali. Et si on va dans un environnement très spécialisé, donc par exemple on va aller dans la neige, il va devenir un Givrali. Ok? Voilà, donc ça c'est juste pour le concept d'évolution, hein, d'accord? Alors moi c'est un peu moins fun, c'est-à-dire que moi c'est juste des cellules de souris, c'est même pas mon Pokémon, la souris en elle-même, puisque moi c'est juste la petite ampoule que vous voyez là, hein, voilà quoi, en termes d'animal de compagnie c'est pas ouf, une ampoule. Et des cellules, je vais pas prendre des cellules souches qui sont qui peuvent se différencier en beaucoup de choses, je vais prendre des cellules qui sont déjà un peu différenciées, donc par exemple des fibroblastes, donc c'est des cellules, c'est aussi des cellules souches. Mais celles-ci, elles peuvent entre autres se différencier en os ou en tendon. C'est très pratique dans mon sujet, vous en conviendrez. Et d'autres cellules qui sont cette fois-ci des myoblastes qui vont pouvoir devenir des cellules utiles pour faire des myotubes qui font partie des fibres musculaires et donc du muscle. C'est bon, super. Donc c'est très pratique quand on veut faire un os tendon muscle. Donc on peut continuer, on va aller sur ce genre de cellules, et ma stratégie de thèse, alors ça c'est une stratégie, c'est un choix, hein, c'est moi qui ai choisi d'aller dans cette direction dans ma thèse, c'est-à-dire que dans la triforce de l'ingénierie tissulaire, donc, pour rappel, cellules, matériaux et stimulation, moi mon idée c'est d'utiliser les cellules dont je vous ai parlé et de les forcer à se différencier en fonction du matériau. Un peu comme le Givrali, l'Evoli qui est devenu un Givrali parce qu'il était dans un environnement où il y avait de la neige, moi je vais créer un environnement qui va être propice à ce que les cellules deviennent par exemple des fibres musculaires. Certains fibroblastes vont devenir du tendon et d'autres vont devenir de l'os. Donc ça c'est une stratégie, c'est un choix. Hein. Et en plus de ça, je pourrais rajouter ensuite les stimulations qui vont bien. Si je vois que j'ai pas assez d'os ou que j'ai pas assez de muscles, etc., utiliser différentes stimulations pour accentuer certaines différenciations. Donc par exemple pour le muscle, on a au laboratoire ce qu'on appelle des bioréacteurs. Ça n'a rien à voir avec les avions à réaction, parce que moi je suis ingénieur mécanique à la base, donc je vous avoue que mon premier jour a été un peu compliqué. Et du coup dans ces bioréacteurs, c'est dans le sens où on va créer des réactions pour la biologie, grossièrement. Et on a un bioréacteur où en fait on va pouvoir envoyer des décharges électriques aux cellules en fait pour les stimuler. Et donc c'est pratique entre autres pour le muscle, parce que déjà ça les stimule un peu comme une ceinture abdominale. Et d'autre part, ça donne aussi une direction. Il y a un courant quoi.
On a un autre bioréacteur où là, lui, c'est plus un bioréacteur type basic fit, c'est-à-dire qu'on va mettre les cellules et on va tirer dessus pour les forcer à faire des squats. Donc comme ça, elles vont se muscler un petit peu. Alors l'idée qui est derrière, c'est que si on veut essayer de recréer un organe bio-artificiel, il faut essayer de le faire dans les mêmes conditions que notre corps. Et on n'est pas toute notre vie comme ça, en train de flotter dans un bain composé d'eau et de nutriments. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi rajouter quelques petites stimulations pour que les cellules elles soient prêtes. Si on doit greffer dedans, voilà, si par exemple vous êtes des petites cellules et que vous allez passer 15 jours dans un truc tout liquide à ne rien faire, et d'un coup on vous greffe chez quelqu'un qui se met à courir, voilà, ça va être un peu dur pour vous. Mais vous inquiétez pas, on a justement ces bioréacteurs. Et enfin pour l'os, alors Karim en a parlé aussi, c'est l'hydroxyapatite. Donc ça c'est un élément qui est déjà présent dans l'os naturellement. Et justement les fibroblastes, quand elles sont en contact avec de l'hydroxyapatite, elles vont devenir plus facilement de l'os. Voilà, ça permet de leur indiquer sur quoi elles doivent se différencier. Hop. Et du coup maintenant on va parler un peu plus du matériau. Alors mon matériau, je le fais par une technique qu'on appelle l'électrospinning ou électrofilage en français, puisque l'idée va être d'utiliser un champ électrique pour créer des fils. Alors, schématiquement, le concept est le suivant, c'est que vous avez une seringue qui est remplie d'un polymère, donc polymère bien plastique, polymère qui sera liquide. On va appliquer au bout de l'aiguille 20 000 volts. Voilà, il n'y a pas ça dans les secteurs, si vous mettez vos doigts, vous ne prenez pas 20 000 volts. Là, on va envoyer un peu du costaud volt, ok, mais avec un faible ampérage, c'est pour ça qu'on ne fait pas exploser Compiègne, vous inquiétez pas. Et en face, on va mettre une pièce métallique qui, elle, va être à un voltage bas ou reliée à la terre. Et du coup, ça va créer un champ électrique qui va transporter la solution de polymère qui est liquide jusqu'à cette pièce métallique. Et pendant le trajet, à travers l'air, ça fait vraiment un jet comme Spider-Man qui voilà. Et du coup, les solvants, pendant ce trajet, ils vont s'évaporer. Il ne reste plus que le polymère, donc qui redevient solide, et qui va du coup devenir des fils qui sont nanoscopiques, qui font un diamètre d'environ 800 nanomètres. Donc c'est vraiment petit, c'est plus petit qu'une cellule, ce qui est très pratique, parce que comme ça, les cellules elles peuvent s'accrocher à ces fils, grandir et évoluer en os, en tendon ou en muscle, selon ce que j'ai envie de faire. Alors le schéma dans la vraie vie il ressemble à ça, c'est-à-dire que ici vous avez un pouce-seringue qui pousse une seringue, merci. Vous avez un gros fil rouge où justement on envoie les 20 000 volts, et en face, là, ici c'est un cylindre qui est relié à la terre, mais on va parler de différents objets qui peuvent en fait substituer ce cylindre et créer différentes structures, mais ça c'est la slide juste après. Et du coup, ces fils, alors là les fils ils sont, comme je vous ai dit, proviennent de la seringue et ils sont envoyés jusqu'à l'objet métallique en face. Ils s'écrasent dessus, vraiment c'est vraiment un gros splash. Et du coup ces fils, quand on regarde, ça fait vraiment des spaghettis. Bon, des spaghettis qui sont nanométriques, donc on ne va pas les manger, en plus que c'est un peu long à produire. Et, mais au total, une fois qu'on a fait tourner plusieurs heures, tous ces fils, ça fait une sorte de tissu, ça ressemble un peu à un mouchoir. Ou pour ceux qui ont fait de la plomberie, c'est un peu les rubans de téflon qui servent à faire les joints de tuyaux. Ça a la même texture. Et on ne va pas l'utiliser pour les tuyaux non plus, parce que nous, on va parler ici de tendons. Alors, l'électrospinning, on l'utilise en plus de faire des fils, c'est que ces fils, on peut en faire des structures. C'est-à-dire que si j'envoie mes fils sur un cylindre qui tourne super vite, mais super vite, c'est genre, il fait 2000 tours en 1 minute. Si on divise par 60 pour être en seconde, ça fait qu'il fait 30 tours sur lui-même en une seule seconde. Voilà, alors ce que je fais avec les lycéens ou les collégiens, je leur dis de tourner une fois sur eux-mêmes pour voir combien de temps ils mettent. On va pas le faire ici pour des raisons évidentes. Mais voilà, comprenez bien que ça tourne très vite, tellement vite que justement les fils ils ont le temps de s'enrouler sur le cylindre. Et c'est ce qui fait que quand après moi je découpe le matériau et que je le décolle, les fils ils vont être tous parallèles les uns par rapport aux autres. Et du coup c'est ça qui fait qu'on a une structure dite alignée. Le truc le plus classique, on va dire, c'est par là que j'avais commencé au début de l'électrospinning, c'est-à-dire c'est d'envoyer les fils sur un objet qui est plat. Okay, les fils ils vont s'écraser, ils vont pas avoir de direction particulière, c'est ce qui fait qu'on va avoir un amas de spaghettis, voilà, qu'on va nommer une structure dite aléatoire. Et enfin, on peut aussi envoyer les fils sur une plaque qui est fixe aussi, mais qui a un motif. Et du coup, les fils ils vont suivre plus ou moins ce motif
Donc là, dans mon cas, c'est une structure qui est en nid d'abeille, donc des nids d'abeilles qui sont vraiment très petits, hein, ils font 160 micromètres de diamètre intérieur. C'est vraiment très petit, je vous ferai une diapo juste après à quoi ça ressemble dans la vraie vie véritable. Et ça ressemble à ça du coup, c'est-à-dire qu'on a vraiment les fils qui vont suivre la forme de nid d'abeille. Alors ça, c'est pas juste parce que j'aime la mode, alors je vais expliquer pourquoi. C'est que, en fait, dans un aspect un peu biomimétique, c'est pour en fait reproduire une partie de la structure qu'on retrouve dans l'os. C'est-à-dire que sur la partie extérieure de l'os, l'os cortical, on va avoir en fait ce qu'on appelle des ostéons. C'est des ronds d'os en fait, enfin, comme des cylindres. Et du coup, quand on coupe, bah, c'est comme si on avait plein de ronds les uns à côté des autres, ou grossièrement des nids d'abeilles en fait. Donc c'est cette structure que je reproduis parce que avec des études précédentes, on a vu que ça favorisait la différenciation des fibroblastes vers de l'os. Voilà. Et la structure plus alignée, ça sera plus pour tout ce qui est tendineux et osseux, parce que justement, il y a des fils de collagène naturels dedans, des fils avec une direction, du coup avoir des fils alignés, c'est plutôt pratique. Ok. Du coup, alors là, c'est la petite parenthèse, c'est pour ça que le titre est entre parenthèses. C'est que là, je vous ai parlé des nids d'abeilles que je produis de manière microscopique. Donc je les produis par photolithographie. Donc c'est une autre technique, rien à voir avec l'électrospinning. L'idée ici de la photolithographie, vous connaissez peut-être avec certaines imprimantes 3D, donc celles qui sont à résine ou où il y a des flashs, c'est de la photolithographie dans le sens où on va utiliser une résine qui est photosensible. Alors celle qu'on utilise classiquement, c'est une résine qui, quand on lui envoie de la lumière UV, elle va devenir dure. Donc c'est ce qu'il y a au début, on a un laser qui vient en fait éclairer à des endroits très précis avec une lumière UV, ce qui fait que certaines parties vont devenir dures. On met le tout dans un bar chimique qui va enlever tout ce qui est mou. Alors ok, je peux être habitué, mais voilà, on va pas parler de ça. Et ensuite, une fois que j'ai les structures que je veux, le tout je le fais passer dans une machine qui va déposer des particules métalliques, ce qui va rendre l'objet conducteur à l'électricité, et ce qui est pratique pour l'électrospinning puisqu'il y a un champ électrique. Et du coup ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est pas très grand. Déjà de base c'est sur ce qu'on appelle un wafer, ou un hostie en français. Et c'est une plaque qui est en silicium, elle a juste pour propriété qu'elle est très plate. On dessine nos petits nids d'abeilles dessus, donc c'est le rectangle que vous voyez là. Et quand on zoome dessus, vous voyez, il y a plein de petits nids d'abeilles dessus. Et c'est là-dessus que je vais envoyer mes fils qui vont reproduire ce motif. Motif inspiré de l'intérieur de l'os. Ok. Ensuite, alors les structures, je vous ai parlé de 3 structures. Mais moi je veux pas avoir ces structures de manière indépendante, moi je veux qu'elles soient ensemble, parce que je vous ai dit que vous avez un os, tendon, muscle. Et là c'est là où est le problème dans mon sujet de thèse, c'est qu'il faudrait que j'arrive à faire un système où on a un cylindre qui tourne très vite, qui ensuite est fixé plat, et plat avec une structure. Alors ça c'est possible, hein, on fait une partie qui est plate et lisse, ensuite qui devient progressivement des nids d'abeilles, mais qui tourne et qui est fixe à la fois, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça qu'on a de la recherche, et si vous voulez une bonne nouvelle, on a trouvé une technique pour faire ça, enfin pour pallier le problème. Mais je vais pas tout montrer parce qu'après c'était un peu... c'était pas pratique à visualiser comment on l'a fait, et c'est pas le propos de cette soirée, du coup voilà. Mais on a trouvé, et maintenant on essaye de tester le matériel. Alors, on va maintenant parler un peu des cellules parce qu'on a beaucoup parlé du matériau. Même si je suis ingénieur mécanique et que j'adore les matériaux, on va parler un peu de cellules. Alors, les cellules. Pour cultiver des cellules, alors ça se plante pas dans le sol et ça ne fait pas des arbres à cellules. Voilà. Les cellules à la base, comme je vous dis, c'est une petite ampoule. Donc c'est des cellules qui viennent d'une souris à la base qui ont été modifiées pour l'expérimentation au laboratoire. Donc j'en ai pas beaucoup dans une ampoule, enfin j'en ai quand même 1 million, c'est déjà pas mal. Et du coup ces cellules, je les décongèle et je les mets dans une boîte un peu spéciale, donc c'est une boîte de culture. Et en fait elle a pour propriété que elle a la surface intérieure qui est traitée pour que les cellules puissent s'y accrocher. On va rajouter beaucoup de milieu aqueux, enfin de l'eau, parce que on est beaucoup composé d'eau, donc si les cellules elles n'ont pas d'eau, elles vont devenir secs comme des pruneaux et c'est pas top. Et on va rajouter des nutriments pour qu'elles puissent manger. Et enfin, on va rajouter un petit bouchon avec un filtre en fait pour qu'il y ait des échanges gazeux, pour pas qu'elles meurent d'asphyxie, ce serait dommage quand même, puisqu'on veut des cellules vivantes à la fin.
Donc j'en mets quelques millions, hein, pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Je les laisse pousser pendant environ une semaine, j'en ai beaucoup plus. Une fois que j'en ai beaucoup, bah, en fait je les redispatche dans d'autres boîtes, que je laisse encore pousser une semaine, et en fait quand j'en ai plein, bah, je les décolle toutes de la boîte et je les récupère pour pouvoir ensuite la déposer sur mon matériau. Donc c'est ce qu'on a juste après. Donc l'idée c'est que j'ai mon matériau avec les différentes structures que je voulais, donc nid d'abeille, aléatoire, aligné. Je mets ce petit morceau de matériau dans le milieu aqueux qui va recevoir plus tard les cellules. Une fois qu'il a bien imbibé le matériau, je dépose les cellules dessus, je laisse le temps aux cellules de s'accrocher au matériau. Après, je les laisse pousser tranquillement pendant 1 à 2 semaines. Et l'idée, c'est qu'elles vont devenir respectivement de l'os, du tendon ou du muscle, en fonction des conditions que j'aurai choisies. Et du coup, en termes d'analyse, donc là, c'est pour vous montrer un peu plus quel type de choses on peut faire pour voir est-ce que j'ai de l'os, du tendon ou d'autres choses. Donc là, par exemple, je fais un test où j'ai un morceau de matériau avec d'un côté une partie en nid d'abeille, qui serait plus pour l'os, et de l'autre côté une partie plus structure aléatoire, donc qui serait un peu plus pour le tendon, en tout cas pas trop pour l'os. Et je vais déposer des cellules à chaque extrémité, donc des fibroblastes qui peuvent devenir soit de l'os, soit du tendon. Et du coup, je vais faire, j'ai un premier type d'analyse qui est disponible au laboratoire, c'est une coloration de l'alcaline phosphatase, ou ALP. C'est un marqueur qui, entre autres, fait plusieurs choses, mais qui peut indiquer une différenciation précoce vers de l'os. Okay. Et là, ce qu'on voit très rapidement dans cette photo, sachant que j'ai mis des cellules ici et là, plus c'est violet, plus il y a de l'ALP. Plus il y a de l'ALP, plus potentiellement on va vers de l'os. Et ce qu'on voit, c'est que sur la partie nid d'abeille, c'est beaucoup plus violet foncé. Donc ça veut dire qu'on a bien un côté qui serait plus de l'os par rapport à l'autre. Et du côté, avec un autre test, donc là c'est un immunomarquage. Là c'est un immunomarquage qui est spécifique à la ténomoduline. Donc ténomoduline, indice pour dire que c'est vers le tendon. Voilà. Là en fait ce qu'on voit, c'est on a 2 images. On a une qui s'est faite ici et une qui s'est faite là. Et on voit bien que celle qui est ici, elle est beaucoup plus vert clair, donc il y a beaucoup plus de ténomoduline que l'autre. Donc on a bien un côté qui est plus tendon que l'autre. Et là où ça tombe bien, c'est que bah, justement on a côté nid d'abeille plus de l'os et côté pas nid d'abeille plus du tendon. Donc c'est plutôt cool dans mes résultats. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer un type d'analyse qu'on peut faire. Donc là, mon but dans ce genre d'analyse là en ce moment, c'est aussi de les reproduire pour vérifier la fiabilité en fait, de mon résultat. Peut-être que j'ai eu un coup de bol là-dessus. Voilà, ça peut arriver. En plus, la biologie, c'est très fragile, c'est très fluctuant. C'est pour ça qu'il faut que je refasse des tests pour vérifier que c'était pas juste un coup de bol. Et en termes de prochaines expériences, donc ça, c'était la stratégie de test dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Je vous ai parlé que de l'os tendon en termes d'analyse, c'est parce qu'en fait j'ai pas beaucoup travaillé encore sur la partie muscle, et du coup c'est la suite, c'est là que je vais commencer sous peu. Et il y a un stage qui va commencer avec moi justement sur cette partie là, et où l'idée c'est, en plus du morceau de os tendon que j'ai déjà créé, c'est de rajouter la partie muscle. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer? Est-ce qu'on va toujours avoir de l'os? Est-ce qu'on va avoir plus que du tendon parce qu'ils vont trouver qu'il y a du muscle et du coup il n'y a pas besoin d'os? Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai encore de la chance dans ma stratégie de thèse, c'est que je peux encore rajouter des stimulations. Si je vois que justement j'ai plus d'os parce que j'ai rajouté du muscle, hop, je vais rajouter de l'hydroxyapatite pour forcer un peu le côté os. Et peut-être que justement j'ai trop forcé l'os, donc alors je vais diminuer l'hydroxyapatite et rajouter des stimulations électriques pour le muscle. Ça sera un jeu d'équilibre. Donc voilà, c'est un petit schéma que j'avais fait pour ma thèse en 180 secondes pour résumer un peu ma thèse, dans le sens où vous avez d'une partie l'ingénierie tissulaire. Alors c'était dans un thème Marvel, hein, donc c'est pas juste que je suis mégalomane, mais c'est vrai d'ailleurs au passage. Et du coup vous avez le matériau que je voulais créer avec les différentes structures, avec la question que vous voulez se poser au niveau des interfaces, comment on fait les interfaces entre les différentes structures, est-ce qu'on fait quelque chose qui est très net, est-ce qu'on fait quelque chose qui est graduel. En plus de ça, dans mon sujet de thèse, ce qui est intéressant, d'une part, il y a un gros aspect matériaux. Comme je vous dis, moi je suis ingénieur mécanique à la base, je ne suis pas biologiste. Et cette thèse, qui est aussi celle de Rosa, qui est ici présente, c'est aussi l'étude de la jonction en fait, entre ces différents tissus, entre l'os, le tendon et le muscle.
parce qu'il y a plein de laboratoires qui savent très bien faire de l'os, qui savent très bien faire du tendon, qui savent très bien faire du muscle, mais étudier les interfaces, il n'y a pas tant d'études de ça et il y a plein de choses à découvrir là-dessus, donc c'est pour ça qu'on fait de belles recherches et qu'on a encore plein de choses à découvrir. Voilà, donc merci beaucoup pour cet instant. Si vous aimez plus de vulgarisation, moi j'aime beaucoup en faire, bon entre autres sur mon sujet certes, mais du coup j'ai participé à ma thèse en 180 secondes l'année dernière et j'avais fait une petite vidéo aussi sur mon sujet de thèse. Et enfin, pour la fête de la science prochaine, qui sera en octobre, je participe à une bande dessinée qui est grande comme ça, voilà, qui explique ma thèse aussi de manière très visuelle. Donc si vous aimez tout ce qui est vulgarisation ou découverte d'autres thèses, n'hésitez pas à être là pour la prochaine fête de la science. Voilà, merci beaucoup.